Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Web 2.0, enfin presque. Tout simplement parce que j'ai eu le plaisir de contribuer avec plus de 50 autres personnes à un ouvrage collaboratif sur le Web 2.0. 15 ans après, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un ouvrage qui rassemble un petit peu des pionniers du web qui étaient là il y a 15 ans de cela, 2005, 2006, etc. Et en fait, c'est un petit peu un retour en arrière sur qu'est-ce qui se passait maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce que va être le futur. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a des points de vue qui sont très divers, à la fois de gens qui sont dans le marketing, qui sont dans le droit, qui sont dans la philosophie, dans la vente, etc. etc. Et en fait, tous ensemble, on a essayé de relever un défi, de dire qu'est-ce qui a changé depuis 15 ans et comment on va pouvoir faire évoluer les choses. Donc c'est pas juste un truc de vieux qui disait c'était mieux avant, mais c'est vraiment une prospective sur qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc vraiment, c'est un ouvrage que vous pouvez trouver aux éditions Kawa, et donc vous pourrez avoir le point de vue de ces 57 personnes. Alors moi je voudrais vous donner un petit peu mon point de vue à moi. Moi j'ai contribué sur deux chapitres. Le chapitre en fait sur le droit, puisqu'en fait pour moi on a véritablement fait vraiment entre guillemets un grand pas en avant. On était dans les époques 2005-2006 encore dans un Far West ou d'un mode un petit peu hippie où on pouvait faire un petit peu tout ce que l'on voulait. La loi était un petit peu en retard. Et là maintenant on se rend compte que c'est plus du tout le cas. Je donne l'exemple des images. Il y a encore allez, 5, 6 ans, 10 ans de ça, on pouvait aller rechercher sur internet des images et hop, les prendre en illustration, que ce soit sur du PowerPoint, que ce soit sur des articles de blog. Maintenant, cette époque est finie, puisqu'en fait, vous avez des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui vont tout simplement rechercher sur internet si vous avez utilisé une photo d'un photographe officiel, et en fait, ils vont vous envoyer un courrier d'avocat, et vous dire, voilà, vous êtes bien gentil, mais vous avez utilisé une photo qui n'était pas libre de droit, et vous nous devez X centaines d'euros. Et ne croyez pas que c'est que les grosses boîtes qui peuvent avoir ça. J'ai un de mes amis blogueurs qui a quelques blogs et qui vit de son art, qui a reçu comme ça trois courriers d'avocats pour trois photos qu'il utilisait sur des articles qui étaient totalement inconnus sur son blog qu'il avait écrit il y a des mois, voire même des années. Et on lui a dit, bah non, désolé mon coco, va falloir passer à la caisse. Et il a dû payer près de, je crois, 2500 € pour 3 ou 4 photos qu'il avait comme ça utilisées sur le web. Donc on voit bien qu'on ne peut plus faire n'importe quoi et maintenant il faut vraiment faire attention à cela. Pour la petite histoire, moi aussi à l'époque, comme mon blog date de 2006, j'ai des vieilles images. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû demander à mon assistante d'aller crawler tous mes articles de blog et d'aller supprimer toutes les photos un petit peu litigieuses pour les remplacer par des photos que j'avais achetées au fil du temps dans des banques d'images. Donc je vous conseille de vraiment faire attention maintenant, c'est mon premier conseil. La deuxième chose, c'est simple, c'est que j'ai contribué à un autre chapitre qui concerne cette fois la révolution culturelle. Alors je pense que ça, vous allez un peu plus être intéressé par ça, parce que la partie juridique c'est très intéressant, mais je pense que c'est plutôt le marketing et la vente qui vous intéresse. Et en fait, moi je vous donne entre guillemets mes petits conseils pour pas finir comme un dinosaure du web et s'adapter. C'est-à-dire que voilà, autant les dinosaures ils n'étaient pas capables de voir la météorite qui leur a tapé en plein sur le visage, autant vous, vous devez être capable d'évoluer et tout simplement d'embrasser l'évolution du web et voir comment évolue l'écosystème pour en tirer le meilleur. Donc pour moi, l'intérêt c'est de résister à la dictature des KPI et du snack content et sortir du lot. Pour moi en fait c'est quelque chose qui est une évolution. Il y a 15 ans, en 2006, quand j'avais mon premier blog sur Blogger, et en fait c'est simple, on écrivait du contenu et maintenant c'est totalement différent. Par exemple là ici j'ai sorti un article avec les meilleurs outils de growth hacking pour 2020. C'est un article qui fait 5000 mots, c'est la plus grosse liste, je pense, détaillée d'outils de growth hacking. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu plusieurs personnes qui ont dit non, mais ton article est trop long, je vais pas le lire. Ou même certains qui m'ont envoyé un gif too long to read. C'est la première fois que je voyais ça. Too long to read, un gif animé. Regardez sur internet, vous verrez ça. Et parce que c'était même pas marqué too long to read, mais juste les initiales des mots. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai un petit peu compris la signification, mais j'étais mort de rire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens, entre guillemets, de jeune génération, pas des gens de 18 ans, mais des gros hackers qui avaient quoi, 25, 27 ans. Et ces personnes-là me disaient, non, ton contenu, Fred, il est plus adapté à ma génération, il est trop gros. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai encore ces remarques-là avec tout c'est un vrai pavé ton texte, ah tu peux pas me faire un résumé, il y a trop de texte, j'ai pas le temps de lire. Et ça en fait ça c'est lié à l'accélération de la société qui fait que maintenant la concentration
le fait d'écouter quelque chose, l'attention, c'est devenu pénible, c'est devenu dur. On parle de déficit de l'attention, on parle d'enfants qui sont hyperactifs, mais c'est un petit peu ça. Dans les années 2006, ben, on n'avait pas cette habitude-là parce qu'il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas cette pléthore d'interruptions. Tout simplement, on écrivait du contenu, on essayait de faire quelque chose qui était correct et on écrivait. Et comme les gens qui aiment bien lire les livres, et ben, maintenant en fait c'est devenu de plus en plus compliqué. Et même moi, parfois je me dis lire un livre c'est long. Par exemple, là j'ai interviewé Stan Leloup qui a écrit un bouquin sur, je crois que c'est Mon Empire dans un sac à dos. Donc en fait, bah voilà, plutôt que d'aller lire le bouquin, qui est quand même un petit pavé, je crois qu'il fait 300 pages, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai acheté le podcast sur Audible, donc ça m'a coûté un crédit, 9 euros. Je préfère acheter donc le crédit comme ça sur Audible à 9 euros que de lire le bouquin parce que je suis un petit peu feignant. Voilà. Donc même moi, vous voyez, j'ai évolué un petit peu. Donc de nos jours, en fait, l'écriture sur le web, c'est un vrai effort. Il y a vraiment un effort à faire à la fois sur le fond, mais également sur la forme. Euh, Moi, je le vois, j'essaye de mettre de plus en plus d'images, d'illustrations sur la rédaction. J'essaie de mettre un peu plus de didaction, vraiment d'enchaîner un petit peu les choses. Même pour vous aider, vous avez même une dictature des plugins. Je ne sais pas si vous utilisez des plugins SEO, mais moi j'utilise par exemple Rank Math SEO. Je trouve que c'est un excellent plugin, meilleur encore que Yoast SEO. Si vous êtes intéressé, ben, vous tapez Rank comme ranké, hein, classé, Math comme les maths, SEO comme le référencement naturel. Vous tapez Rank Math SEO conseil marketing et vous verrez ce plugin qui est assez sympa. Alors il est un peu complexe à mettre en œuvre, mais quand vous l'avez mis sur le site, sincèrement, il est assez agréable à mettre en place parce qu'il vous guide justement sur la lisibilité du texte, etc. etc. Mais c'est arrivé à un point aussi qui est un peu pervers. Par exemple, dans le plugin Rank Math SEO, en fait, vous avez un score de 1 à, enfin de 0 d'ailleurs à 100. Et si vous mettez par exemple un nombre dans le titre de votre article de blog, et ben tout simplement, vous avez plus de points. Parce que statistiquement, ben, avoir un nombre dans un titre d'article de blog, ça fait plus cliquer. Donc c'est devenu un peu n'importe quoi parce que vous imaginez, vous écrivez un article de blog et là, il y a le plugin qui dit dung, 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 dung. Non, enfin, il ne fait pas ça. Il vous affiche juste à l'écran un petit barre rouge, une barre verte et il vous dit non, non, vous n'allez pas plaire à Google avec ça. Donc on arrive vraiment à un diktat qui va faire en fait qu'on a une homogénéisation des contenus. D'ailleurs, pour la création des contenus, moi j'utilise également un plugin qui s'appelle Drive Team et en fait, bah, il recommande de faire de la B-testing de titres. C'est-à-dire que vous avez un titre ou l'autre et vous allez tester deux versions du titre. Et c'est vrai que ça peut fonctionner. Moi j'ai eu des variations de 5 à 15% maximum pour un titre. Alors c'est pas énorme, hein, c'est pas la Révolution française, mais c'est assez marrant qu'on peut avoir comme ça des variations sensibles. Alors pour sortir du lot et lutter contre l'infobésité, en fait, moi je vous recommande de travailler vraiment votre ligne éditoriale. J'en ai vraiment beaucoup parlé. Si vous voulez vous adresser à tout le monde, vous allez vous adresser à personne. Il est important de cadrer son ton, cadrer son choix, cadrer sa mise en forme, définir ses personas et définir sa structure de promotion de poste. Moi, j'ai écrit ma propre charte éditoriale il y a 2 ans. Au départ, ça tenait à peu près sur 2 pages. Maintenant, ça fait plus de 10 pages. Alors, je ne la mets pas à jour tous les jours, hein, mais en fait, ça m'a permis en fait, de savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, et en fait d'avoir une ligne de conduite. Et ça, sincèrement, c'est super utile et c'est super agréable parce que ça m'a permis maintenant d'avoir une justification parfois pour refuser du guest posting. Il y a des gens qui me disent tiens, j'aimerais bien écrire un article pour toi. Je dis non, désolé, j'écris plus sur ce sujet-là, etc., etc. Donc on est vraiment loin de l'amateurisme où en fait, ben, moi ça m'est arrivé pendant des années de prendre mon clavier et de taper au gré de l'inspiration. Et souvent en fait ce que c'était en fait je voyais une newsletter avec un article, je disais putain mais cet article il est pas terrible, moi je peux faire vachement mieux. Et en fait je prenais mon clavier, je tapais et bien sûr je faisais un article qui était vachement mieux parce que bah, j'avais mes idées, un peu d'inspiration du gars qui avait fait d'avant, j'avais essayé de trouver des choses, des exemples, etc. etc. Donc même ce que je vois, hein, et je pense que toi aussi tu te rends compte, c'est que on est en train d'essayer d'optimiser le temps de cerveau disponible. Le temps de cerveau disponible, je crois que c'est Patrick Lelay qui en avait parlé, Netflix aussi en a parlé il n'y a pas très longtemps en disant que leur principal concurrent, bah, c'est le sommeil. Et donc en fait, de plus en plus de gens jouent sur les émotions, la peur, l'amusement, et très très vite. Si vous regardez en fait les formats à la mode, de plus en plus, qu'est-ce que c'est? C'est des formats bruts, c'est des formats brefs. Vous vous souvenez avec l'humoriste hein, de Bref, la recette est vraiment très condensée. On va vraiment au maximum.
et on essaie de mettre de l'émotion. Par exemple, vous regardez Manuel Diaz hein, sur sa chaîne YouTube, c'est que, je dis pas du putaclic, mais c'est que des trucs un petit peu à polémique, à sensation, et c'est vrai que les gens recherchent de plus en plus ça. Et c'est vrai que il n'y a pas très longtemps, j'ai comme ça un de mes lecteurs qui est entre guillemets un de mes fans, il me dit ouais Fred, j'adore tes articles, j'adore ton blog, mais sur ta chaîne YouTube, tu devrais mettre un peu plus d'émotion, tu devrais un petit peu plus sortir les tripes, tu devrais te mettre en avant, et pas juste faire des tutos pour aider des gens, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment tombé là-dessus, c'est de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, et essayer de faire réagir les gens. Et c'est vrai que c'est vraiment une tendance forte, et si vous en avez un autre, hein, c'est Antoine BM, Antoine Blanche-Méjon, qui est excellent comme ça en copywriting, et vous verrez ses newsletters, à chaque fois c'est du tripwire, c'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de vous remuer les tripes, trouver vos sentiments, mettre en avant le problème. En fait, c'est une technique de vente qui a vraiment fait ses preuves. C'est en fait quand vous faites un web séminaire, que vous faites un livre blanc, un argumentaire de vente, une lettre de vente, vous essayez comme ça de parler du problème, jusqu'à ce que ça soit dur, que ça soit un cauchemar, qu'il y ait des sentiments, que les gens se retrouvent là-dedans, puis après on leur dit ouais mais moi aussi j'étais comme ça, et puis j'ai de la solution. Et c'est vrai que de plus en plus on a ce genre de contenu-là, on a ce genre de vidéo-là, on a ce genre d'articles de blog, etc., etc. Donc moi j'ai essayé bien sûr de mettre un petit peu des choses comme ça, mais pas à ce point-là quand même. Mais néanmoins, j'ai essayé de mettre plus d'émotion. Dans mes vidéos, je dis ce que je pense. Là, voilà, je te tutoie d'ailleurs ici hein, dans la vidéo. Je dis même des insultes. Je partage mes émotions. Je dis quand un truc est génial, quand un truc est naze, coup de cœur, coup de tête, je le dis vraiment. Et au final, vraiment, bah, j'essaie d'apporter aussi de la valeur, me différencier avec ma ligne éditoriale. J'aime également, j'en ai parlé il y a 2 secondes, de Stan Leloup, hein, qui fait de l'infotainment. Si vous regardez un petit peu ses vidéos, il y en a une qui fait 1,3 million de vues. C'est en fait les argumentaires de vente. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris en fait des extraits du film Le Loup de Wall Street avec DiCaprio, et tout simplement il l'a adapté à la vente. Et il n'y a pas très longtemps, il a fait un peu la même chose avec un groupe de rap, je sais plus comment il s'appelle, un groupe de rap pas très connu, mais qui fait en fait le buzz. Et il a expliqué pourquoi ce groupe de rap a fait du buzz, parce qu'il y a une stratégie marketing derrière. Vous avez également une autre marketeuse américaine qui est assez sympa, qui s'appelle Tara Hunt, et elle aussi elle est tout à fait dans ce truc d'infotainment, c'est-à-dire que c'est des vidéos qui sont émaillées de clips, de références cinématographiques, d'animation. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu également avec Eskimos, qui est une agence SEO. Eskimos, en fait, commence avec une vidéo un peu classique, avec une nana qui parle, qui dit des conseils de SEO, puis là, tout d'un coup, bling, il y a un petit extrait de dessin animé qui arrive. Donc on arrive comme ça vraiment de plus en plus vers cette volonté d'infotainment, de distraire les gens. Voilà. Et ça va faire que augmenter, 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 parce qu'en fait, on arrive vraiment sur l'émergence du messaging. C'est-à-dire qu'en fait, vous lisez plus des emails, mais vous regardez votre Messenger, vous regardez votre WhatsApp, vous regardez votre Instagram, et les contenus prennent des formes de plus en plus simplifiées, binaires, gamifiées. Vous pouvez regarder avec Instagram, les gens ils lisent pas de texte, ils regardent des photos. Et essayez de faire des commentaires sur Instagram, mais il y a quasiment personne qui fait des commentaires. Il y a que entre guillemets les vieux qui font des commentaires, comme moi et comme d'autres personnes, parce qu'en fait les gens ils font juste un petit cœur, ou une petite flamme ou un petit machin. On est vraiment dans des réactions qui sont de plus en plus simples, simplifiées et simplistes. En même temps aussi, vous avez aussi de nouveaux médias qui apparaissent. Je vous conseille d'aller regarder hellojam.fr, qui en fait est entre guillemets un nouveau média, c'est-à-dire qu'en fait ils misent exclusivement leur communication sur Facebook Messenger. C'est-à-dire qu'en fait c'est une newsletter que vous recevez tous les jours par Messenger, et en fait ils vous posent des questions. C'est très interactif, vous répondez un petit peu comme des quiz ou des choses comme ça, et il y a des textes qui apparaissent. Toute leur communication est vraiment adaptée et fait pour ça, avec des micro-contenus, des petites questions, des interactions. Par exemple, quand il y a eu l'usine qui a sauté, là, qui a brûlé, là, sur le coronavirus, etc. etc. Et il vous dit, est-ce que vous faites pipi dans la douche, ou des choses comme ça. Vraiment, c'est du média un petit peu différent. Alors, bien sûr, à des moments, ça devient un peu plus sérieux. Ils expliquent qu'est-ce qu'il y a dans l'usine, l'écologie, combien on économise en faisant pipi dans sa douche, par exemple. Mais c'est vraiment dans des micro-contenus, des choses très simples et simplifiées. Alors, vous allez me dire, Fred, putain, je vais crever. Enfin, surtout toi, Fred, tu vas crever, parce que toi, tu fais des gros contenus, tu as dit en introduction, avec tes longs formats et tes podcasts qui durent un quart d'heure, qui nous cassent les oreilles. Tu nous fais chier, quoi. Et tu vas mourir. En fait, non. Non. Parce qu'en fait, il faut
choisir son camp et accepter d'être clivant. On a une société où il y a de l'infobésité, où il y a de plus en plus de choix, donc en fait tout simplement il va falloir se différencier des autres. Moi j'ai gardé ma ligne éditoriale, je fais pas du contenu de merde. Par exemple en fait là j'ai fait pas plus tard que hier une actualisation d'un vieil article où j'avais donné 10 conseils pour animer une page Facebook. Et bien en fait ce contenu là je l'ai amélioré. C'est pas 10 conseils foireux comme on voit dans la plupart des blogs où tout simplement il y a 3 lignes, etc. Non, non, c'est 10 conseils, il y a des exemples, il y a des illustrations à chaque fois, il y a parfois même une petite vidéo et des choses comme ça. Donc j'essaye de donner de la valeur ajoutée. Et cet article qui faisait à l'initial, je crois quand je l'ai actualisé, il faisait 1500 mots, je crois, il est passé à 2000-2005. Donc c'est un contenu qui est beaucoup plus riche. Pour moi, en fait, c'est ma manière de me différencier. Lutter contre les concurrents, d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu. Alors c'est pas facile parce que tout le monde n'acceptera pas de lire ça. C'est aussi parfois un petit peu à contre-tendance. Ça prend du temps, ça nécessite de l'expertise, mais je pense qu'il faut le faire. Après, il faut mixer les deux. Je pense pas qu'il faille faire que du gros contenu parce que c'est long à produire et si vous êtes tout seul, vous n'arriverez jamais à vous en sortir parce que vous avez la concurrence d'autres qui font de la merdasse et qui s'en sortent. Moi, j'ai des concurrents dans le domaine du marketing. C'est vrai que ça m'énerve un peu parce que ces gens-là, ils font ce genre d'article, 10 conseils pour animer une page Facebook, et c'est un texte de merde. Et pourtant, voilà, et comme ils ont fait 20 textes de merde et que moi j'en ai fait qu'un seul, Google, parfois, il n'est pas capable de différencier la qualité de la mauvaise qualité. Voilà, le bon grain de livret. Mais néanmoins, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va se retrouver dans tous les domaines dans un modèle en fait de starification. La starification, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le domaine de la musique. Dans la musique, en fait, vous avez, allez, des stars qui font 80% des ventes, et après vous avez tous les autres qui vont faire un peu de miettes. Et ben en fait, ça va être la même chose. Dans le domaine du consulting, par exemple blogging ou B2B, vous aurez quelques stars, et les gens diront mais la référence pour tel truc, c'est lui. C'est lui la référence. Et en fait, tout simplement, les gens iront tout le temps le voir. Et vous aurez les autres, les petits consultants, vous aurez les gens qui arriveront uniquement à s'en sortir grâce au réseau, grâce aux bouche-oreille, etc., etc. Mais les gens diront non, mais moi je veux la star, je veux ce gars-là et je suis prêt à payer plus cher. On le voit actuellement dans le domaine des consultants et des conférenciers, comme ça, il y a des gens qui sont payés beaucoup plus cher que les autres parce qu'ils sont devenus la référence dans le domaine. Donc pour ne pas subir le même sort que les dinosaures, définissez une ligne éditoriale et un persona et n'ayez pas peur d'être tranché, de donner de la volonté. Par exemple, il y a Bruno Friedlansky, que vous connaissez sans doute, qui est spécialiste dans social selling et LinkedIn. Bruno, il a choisi comme, je ne sais pas s'il a choisi vraiment euh, pensé et choisi, mais il essaye d'avoir un ton décalé. Il est un petit peu un poil à gratter, etc., etc. Donc c'est sa ligne éditoriale. Alors ça plaît pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui dit les choses. Il a comme ça ainsi son public. Pareil, Frédéric Barakusniania des Forst, lui en fait, il a choisi aussi un ton qui est assez tranché. Il donne des opinions, il donne des avis avec des vidéos qui sont extrêmement bien faites. Donc voilà, il y a plein de gens comme ça qui choisissent un point de vue. Vous avez aussi Yann Gourvenec de Visionary Marketing. Yann a choisi d'avoir une ligne éditoriale où il le dit clairement, moi je roule à l'eau claire, je ne fais pas en fait de doping. Et donc ces contenus sont des trucs très qualitatifs, rédigés par des personnes qui sont expertes, etc. etc. Et il ne va pas faire de la sous-traitance, création de contenu au kilomètre. Donc ces gens-là ont leur public, ont leur volonté et ont leur réussite. Donc mon conseil vraiment c'est ça. Travaillez sur votre proposition de valeur, votre ligne éditoriale. Ça prend même allez, 10 minutes, un quart d'heure si vous êtes un tout un petit blog et si vous n'avez pas beaucoup de choses très complexes. Quelle est votre mission? Pourquoi en fait vous tenez ce blog-là? Quelle est votre vision? Hein. Qu'est-ce que vous allez voir? Moi, par exemple, ma vision, c'est que j'aide les gens à monter leur boîte sur Internet et même un petit PME, une petite PME, un freelance, un indépendant, etc. Il est capable de réussir. Ma vision, c'est que les entreprises B2B sont en retard aussi sur le marketing et je suis là pour les aider. Et ma mission, justement, c'est ça, c'est les aider à être plus performants, à essayer de faire le David contre Goliath. Voilà, l'unique selling proposition, votre persona, les sujets abordés, votre ton, etc. Et après, vous aurez tout ce qui est publication et calendrier rédactionnel, ça j'en ai déjà parlé, les sujets, la structure macro, les contraintes, etc. etc. Voilà.
Donc c'est pour moi, en ayant tous ces éléments-là, que vous allez vraiment perdurer et rester une référence dans le temps pour vos prospects et vos clients. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est un petit peu vos commentaires, vos retours. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je continue à faire des contenus longs? Est-ce que je fais des contenus courts? Et bien sûr, si vous aimez, dites-le moi. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que, vous voyez, je produis du contenu, je passe du temps à faire ça. Et est-ce que je suis sur la bonne voie? Ou bah, vous préférez que je vous fasse un truc de 5 minutes comme ça, où je vais faire les banalités de tout le monde et je vais faire 50 vidéos de 5 minutes. Ça m'est arrivé, hein, j'ai fait comme ça des vidéos de 2 minutes sur des thématiques, au lieu de faire des vidéos très intéressantes à valeur ajoutée, je découpais mon contenu. J'ai même fait aussi de la sous-traitance de contenu, hein. J'ai pris ma rédactrice, hein, Sabrina, et je lui ai demandé de créer un peu de contenu. Pour moi, en fait, c'est pas forcément la meilleure méthode. Il faut, comme j'ai un petit peu, faire les deux, du bon contenu et du contenu normal. Et donc voilà, donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vous intéresse? Et j'aimerais aussi que vous me disiez, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez établi votre vision? Est-ce que vous avez fait votre mission? Et puis surtout, est-ce que mon article là vous aura fait bouger quelque chose? Est-ce que ça a bougé les lignes? Est-ce que bah, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Est-ce qu'il faut avoir un point de vue tranché? Est-ce qu'il faut écrire du long contenu, du petit contenu? Dites-moi tout, je suis à votre écoute. Allez, à tout de suite dans les commentaires.